Peut-être vais-je vous indiquer tout de suite qu'il y a quelques modifications dans le calendrier, non pas pour les jours, mais pour le contenu. J'ai décidé d'abréger nos souffrances jusqu'à un certain point et d'achever le séminaire, pas le public, la semaine prochaine par 3 heures. Donc la semaine prochaine, dernière séance de séminaire qui commencera à 16 heures et se terminera à 19 heures. Nous aurons 3 heures donc sur les fonctions psychiques. Donc 3 heures, ça permet d'en suivre une, 2 ou 3, n'est-ce pas, en fonction de vos possibilités propres. Et en revanche, les autres séances, aux dates prévues, seront toutes consacrées au cours et donc à la volonté et à l'action. L'intérêt de la chose étant que je pourrais ainsi, en dégageant 2 séances de séminaire réattribuées au cours, terminer plus ou moins ce que j'avais souhaité vous présenter, ce qui ne serait pas le cas si je conservais un équilibre parfait entre séances de séminaire et séances de cours. Le séminaire reprendra l'année prochaine sur la question des fonctions psychiques, mais nous bouclerons quand même quelque chose cette année, la semaine prochaine, comme vous le verrez. Simplement, ce sera à suivre d'une certaine façon l'année prochaine. Donc, à partir donc de maintenant, dites-vous que nous avons encore un peu de temps devant nous pour la volonté et l'action, ce qui va me permettre d'aller un peu moins vite sur certains points délicats ou un peu plus compliqués que je ne le souhaiterais. Donc nous recommençons. Donc première heure de ce cours du 10 mars, la volonté et l'action, 4e séance donc. Il avait le choix, la guerre ou la paix. Il a choisi la guerre. Il ne peut dire « Ich habe es nicht gewollt », c'est soit un mensonge, soit une dénégation. Voilà ce que nous pensons à première réflexion de Guillaume II, de Hohenzollern, et de cette protestation de cartes postales qui, avec le temps, depuis 1941, et la mort de l'ex-empereur, Guillaume II est mort en 1941, est devenue son épitaphe. Ich habe es nicht gewollt. Mais a-t-on jamais le choix? Si je ne puis choisir que ce que je choisis, en quoi ai-je le choix? La situation s'est singulièrement compliquée depuis le 6 janvier et le début de notre parcours. Nous avions dit que pour comprendre cette phrase « je n'ai pas voulu cela », nous pouvions combiner de nombreuses façons chacun de ces termes, faire, vouloir, pouvoir, puis y ajouter savoir et croire, avec un ou plusieurs autres termes, et que nous obtiendrions autant de problèmes philosophiques. C'est fait. Nous pouvons même ajouter choisir maintenant. Quant aux problèmes, ils passent nos attentes, ils partent en tous sens et nous aurons bientôt submergé. Comment on dit dans la presse quotidienne, calmer le jeu? 2 pistes s'offrent à nous. Approfondir la notion même de choix, construire son réseau, voir ses réseaux et nous y perdre. Ou bien reprendre de la hauteur pour revenir par la suite au problème du choix de manière plus ciblée, en ayant une vue à la fois plus large et plus nette
du ou des dispositifs dans lesquels s'inscrivent son ou ses réseaux. Je choisis la deuxième piste. Prenons de la hauteur, donc. Le thème de notre enquête depuis le début de l'année est la volonté et l'action. Notre objectif n'a pas changé, c'est une archéologie du sujet agent. Nous devons archéologiquement remettre le sujet au centre du problème de l'action ou de l'agence, comme on dit parfois aujourd'hui. Le sujet, autrement dit l'hypokeimenon et l'hypostase, le sujet, c'est-à-dire le sujet de la krésis, le sujet d'usage ou usager, kekremenos, en tant qu'il se donne à penser comme sujet d'acquisition, de quoi découle notre notion commune de sujet propriétaire, propriétaire de ses actes, propriétaire de ses pensées, etc. Donc, remettre le sujet au cœur du problème de l'agence. Mais remettre aussi l'agent au cœur du problème de l'agence. Et d'abord, le problème, comme on va le voir dans les séances qui viennent, le problème des deux agents en lui-même. Puis, en tant qu'à un certain moment de l'histoire, et peut-être même d'emblée, ce problème des deux agents se donne à entendre comme problème des deux sujets, qu'il s'agisse des deux sujets de l'action ou des deux sujets de la pensée. C'est dans ce cadre, donc, celui du sujet, autrement dit aussi celui de l'homme, comme on l'a vu l'an dernier, et du moi, remis au centre de l'agence, que nous pourrons retrouver sur un théâtre d'opération circonscrit, la question de la liberté du choix. Cela veut dire revenir à ma question directrice, déterminer comment le sujet d'attribution devient ce que Leibniz appelle suppôt d'action. Vu de haut, vu sur le long cours, vu sur la durée longue, c'est-à-dire au fond vu sur le temps archéologique, la geste du sujet agent en tant que sujet d'action est marquée, donc la geste du sujet agent, est marquée comme l'est celle du sujet de la pensée, par la rencontre de deux dispositifs, à la fois porteurs et structurants. Le premier dispositif est hérité d'Aristote, l'autre est hérité d'Augustin. Rencontre, ça veut dire confrontation, ça veut dire, le cas échéant, contamination. Cela veut souvent dire tissage, synthèse de l'un avec l'autre, absorption de l'un dans l'autre, ou bien dépassement de l'un par l'autre. Le récit n'en peut être que compliqué, l'intrigue, au sens de Paul Venn, embrouillée, et le travail de clarification long et difficile. L'archéologie du sujet pensant, l'archéologie du sujet agent. Mettons-les en parallèle. L'archéologie du sujet pensant est, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans des livres, dans des cours ici même, cette archéologie du sujet pensant, elle est marquée par la confrontation donc du modèle périchorétique de l'âme, hérité d'Augustin, avec le modèle attributiviste de l'âme, hérité d'Aristote. L'un, le modèle périchorétique d'Augustin, qui rejette la subjectité, Subjektivität, terme de Heidegger, qui vise le rapport ousia-hypokeimenon, et ce modèle donc attributiviste d'Aristote, de la subjectivité, est rejeté précisément par Augustin. Donc on a la confrontation donc, entre le modèle périchorétique de l'art hérité d'Augustin et le modèle attributiviste de l'art hérité d'Aristote. Le modèle d'Augustin qui rejette la subjectivité, le rapport ousia-hypokeimenon en dehors du mental, et l'autre,
le modèle d'Aristote, qui en fait au contraire la clé de voûte, le support de toute la psychologie, jusqu'à ce que s'imposent les diverses figures issues de leur contamination mutuelle, de leur double contamination, à la fin du Moyen Âge et jusqu'aux divers stades de la modernité, enfin disons, durant nos modernités successives, comme on dit. Double contamination, ça veut dire qu'il y a des doctrines augustiniennes contaminées par l'aristotélisme, il y a des doctrines aristotéliciennes contaminées par l'augustinisme. Voilà, donc les deux modèles, attributivisme et péricorèse. L'archéologie du sujet de l'action, elle est elle aussi marquée par la confrontation de deux modèles, de la volonté et du vouloir, qui sont solidaires des deux précédents, autrement dit du modèle attributiviste et du modèle périchorétique. Et ces deux modèles de rechef sont l'un aristotélicien, c'est le modèle qui fait explicitement référence au sujet de l'action, et l'autre est augustinien et il est axé sur le je et l'homme, puisqu'il refuse la notion de subjectivité et donc se passe, si je puis dire, du subjectum. Alors, Augustin est proche, n'est-ce pas, et Aristote est loin. Le modèle augustinien nous est familier. C'est celui des confessions. Tout lecteur des confessions l'a plus ou moins présent à l'esprit. Le modèle aristotélicien ne parle plus guère qu'aux philosophes lecteurs de l'éthique à Nicomaque et de l'éthique à Eudème. C'est un de ces lecteurs qui nous servira ici de guide. Il s'agit de Némésius d'Émèse, un chrétien de Syrie, évêque d'Émessa, Émèse, l'actuel Homs. Némésius et quelques autres, nous servira de guide, quelques autres qui ont lu Némésius. L'œuvre de référence, c'est le Periphuseos Anthropou, traduit sous le titre de De Natura Hominis, sur la nature de l'homme, donc cette œuvre des années 400 après Jésus-Christ, traduit donc sous le titre De Natura Hominis, d'abord par Alphano de Salerne, puis au XIIe siècle, Alphano de Salerne dans la seconde moitié du XIe, puis au XIIe siècle, par un des deux grands traducteurs, plusieurs grands traducteurs, mais enfin, un des très grands traducteurs du XIIe siècle, Burgundio de Pise, vers 1165, qui, pour le malheur de Némésius, a mis le texte sous le nom de Grégoire de Nice, 331-341 après Jésus-Christ, évidemment, mort après 394. Grégoire de Nice, qui est un des grands théologiens de l'Orient et qui est le frère d'un autre très grand théologien de l'Orient, Basile de Césarée, l'auteur de la règle de Saint Basile. Et donc c'est sous le nom de Grégoire de Nice que le De Natura Hominis a circulé au Moyen-Âge. Et c'est sous le nom de Grégoire, par exemple, que on le retrouve sur la table de travail de Thomas d'Aquin ou d'Albert le Grand, qui le cite abondamment. Donc l'œuvre majeure de Némésius de Homs, De Natura Hominis Periphuseos Anthropou, est la référence principale des traditions grecques et latines pour tout ce qui concerne l'anthropologie antique. Le chapitre 29 de La nature de l'homme, intitulé Le volontaire et l'involontaire, Peri ekusiou kai akusiou,
ce chapitre 29 de la nature de l'homme définit ce qu'est une action, en grec une praxis. Donc vous avez cette phrase mémorable, praxis estin energeia logike. La praxis, c'est une énergie logique. Alors, bon, ça pourrait être le nom d'une boisson énergétique qui favoriserait la réflexion. Buvez praxis. Mais bon, energeia logike, vous allez voir que ça a reçu toute une série de traductions intéressantes. Donc cette définition de la praxis, de l'action, energeia logike, cette définition épocale véritablement, qui fait époque, articule les deux termes fondamentaux du lexique grec de l'action et ou de l'acte, à savoir praxis et energeia, qui sont rendus en latin scolastique, le premier en général par actio, ou bien operatio, ou bien actus, à quoi s'ajoute ici ou là le terme factio, pour l'energeia mobilisée non plus dans la praxis, mais dans la poiesis, dans l'activité dite poietique, autrement dit le faire de la production ou fabrication technique. Dire que la praxis est un certain type d'énergeia, cela s'entend au Moyen-Âge, par exemple, dans l'articulation du théorème fondamental qui affirme qu'il n'y a pas d'actio sans actus. Il n'y a pas d'action sans acte. À ne pas entendre de travers, puisque cela veut dire seulement que toute action, actio, dépend de la mise en acte d'un agent. Nihil agit, dit un théorème célèbre, rien n'agit, nisi secundum quod est in actu, sinon en tant qu'il est en acte. Aucune chose n'agit, rien n'agit, sans être elle-même en acte, et en acte s'opposant à en puissance. N'agit donc que ce qui est en acte. Et il y a évidemment une série de corollaires pour ce théorème, par exemple ce que j'appelle le principe thomasien, qu'on trouve chez Thomas d'Aquin, de la détermination de l'action par l'acte, qui s'énonce ainsi: l'action suit le mode de l'acte dans l'agent. Actio consequitur modum actus in agente. Un agent agit selon le mode d'actualité de cet agent, eh bien, il y a un certain type d'action qui en découle. Alors évidemment, il faut se demander ce qu'on entend par agent, on va y revenir. Mais ça, c'est un énoncé de type absolument général. L'action est une fonction de la mise en acte de ce qui agit, ce que j'appelle l'agent. Bon. Alors, praxis estin energeia logike. En 1844, le De Natura Hominis, ou plus exactement le texte grec Periphuseos Anthropou, a été traduit en français par un certain monsieur Thibault. Et donc, vous avez sous les yeux la traduction de 1844 pour Praxis estin energeia logike. L'acte, alors déjà, on va dire l'action, probablement, mais est energeia logike l'exercice intelligent d'une fonction. 1844. C'est assez étonnant comme traduction. Ça paraît bien lointain. Burgundio de Pise,
dont je vous signale qu'il est par ailleurs, en dehors de la traduction du De Natura Hominis, il est un des traducteurs de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Burgundio, partie de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, Burgundio rend praxis, alors c'est intéressant aussi ça, par gestio. Donc on a praxis gestio, estin est, energeia logique, alors energeia actus, logique rationalis. C'est encore une autre traduction qu'adopte Burgundio de Pise dans sa version latine du chapitre 38 de la foi orthodoxe, du De Fide Orthodoxa de Jean de Damas, très postérieur à Némésius, puisque vous voyez qu'il est mort en 749, autre chrétien de Syrie, Jean de Damas, auteur de la foi orthodoxe, et la version de Burgundio pour cette définition de la praxis que Jean de Damas reprend littéralement à Némésius de Homs, eh bien ça devient en latin, sous la plume du même traducteur, Burgundio, pour la même phrase, non plus gestio est actus rationalis, mais actus est operatio rationalis. Donc, nouvelle traduction. Le sens de la définition est évident. Une action est une activité rationnelle, une opération guidée par la raison. C'est le sens obvi adopté par les traductions anglaises, par exemple la traduction de Némésius faite par Sharples. Action is rational activity. On peut se demander à quoi correspond l'invraisemblable traduction de Thibaut en 1844, l'acte et l'exercice intelligent d'une fonction. D'où sort cette traduction, entre guillemets, fonctionnaliste? Eh bien, je crois qu'elle est assez proche d'une des nombreuses versions renaissantes imprimées à l'âge classique. Là, vous en avez une, 1671, version oxonienne, bilingue, c'est-à-dire que vous avez et le grec et le latin. Donc, cette traduction d'Oxford 1671, Actio est muneri salicuius functio cum ratione. Je pense que c'est quelque chose de ce genre que traduit l'ami Thibaut, d'une certaine façon, enfin, ou qu'il est influencé par la compréhension qu'on a à l'âge classique de cette phrase dont on avait une autre entente au Moyen-Âge, que signifie munus efficere en latin. Munus efficere en latin, ça veut dire remplir une mission ou remplir une fonction, littéralement. Donc, effectivement, c'est l'exercice d'une fonction, remplir une certaine fonction, c'est quelque chose qui se donne dans la langue technique bien postérieure à la langue médiévale qu'on trouve dans les traductions renaissantes puis classiques du De Natura Hominis. Un dernier point, M. Ponsois, qui vit actuellement, a traduit, lui, Jean de Damas en français. Et il traduit Praxis estin energeia logique par l'action est une opération de raison. Alors, quelle que soit la portée de ces différences sur lesquelles il y aurait lieu de réfléchir, c'est quand même l'energeia logique, cette énergie logique, n'est-ce pas, qui constitue le cœur du modèle aristotélicien de l'action présenté par Némésius. Et en voici les grandes lignes de ce modèle aristotélicien de l'action présenté par Némésius. Donc, référence majeure de l'anthropologie antique pour les médiévaux. C'est là qu'ils s'informent. Voici les grandes lignes. L'homme est doué de raison, de logos, le logos de logique.
Il est donc capable de délibérer. Il est donc en état de choisir et de décider. Il est, comme l'écrit Verbeek dans son étude sur l'anthropologie de Némésius, qui accompagne l'édition qu'il a procurée de la version latine, Verbeek écrit « L'homme, némésien, et aristotélicien, est maître de ses actes, responsable de sa conduite morale et auteur de sa propre destinée. » Cela, maître de ses actes, responsable de sa conduite morale, auteur de sa propre destinée, cela grâce à l'intellect. L'intellect, selon Némésius, est le principe de la conduite humaine, l'origine de nos décisions. Un thème qui, sans figurer explicitement chez Aristote, est nettement suggéré par plusieurs passages de l'Éthique à Nicomaque, livre 9, chapitre 8 et livre 10, chapitre 7. Passage qui enseigne que le véritable moi, le moi véritable, s'identifie avec l'intellect, que le vrai moi, autrement dit le nous, est l'auteur de toute initiative libre. Donc c'est le nous qui est l'auteur de toute initiative libre. Pour Némésius, le champ de notre libre initiative est constitué par celui des actes qu'on appelle volontaires. Qu'est-ce qu'un acte volontaire pour Némésius? C'est, je cite, un acte que nous accomplissons de notre plein gré. Eikon, de plein gré, de notre plein gré. Donc, en plus des actions dont toutes les substances, dit Némésius, sont naturellement, par nature, le principe. Toutes les actions dont les substances sont naturellement le principe. Par exemple, la génération d'un semblable à soi, d'un être semblable à soi, la capacité d'engendrement. Bon. Outre donc ces actions ou activités dont toutes les substances sont naturellement le principe, l'homme est, comme le dit l'éthique à Eudème, l'homme est, je cite, le seul des vivants à être principe de certaines actions. Et on peut même dire en rigueur des termes que l'homme est, rigoureusement parlant, le seul être dont on puisse dire qu'il agit. Alors, comme le dit Aristote dans l'Éthique à Eudème, que Némésius suit très fidèlement, les actions dont l'homme est le principe et le maître, curios, le principe maître, il est clair qu'elles peuvent se produire ou non, et qu'il est en son pouvoir qu'elles se produisent ou non, celles du moins dont l'existence et la non-existence dépendent de lui. Et donc, Aristote précise ce qui va devenir un théorème, là encore, pour Némésius, ce dont il est en son pouvoir qu'il le fasse ou non, il en est lui-même et pas un autre, la cause, et ce dont il est la cause est en son pouvoir. On reviendra sur ce genre de phrases bizarres qui ont l'air de dire deux fois la même chose, et vous verrez que non. Donc un être qui est principe et maître de ses actes, principe et cause de ses actions volontaires, de ses actions conformes à son choix délibéré, mais qui n'est pas lui-même principe et cause des actions involontaires, un être qui est principe et cause des actions qu'il fait après les avoir délibérément choisies, voilà l'homme aristotélicien.
l'homme du modèle aristotélicien, en ce qu'il a d'unique et de plus propre. Voilà deux choses. Voilà, premièrement, le fondement aristotélicien de toute imputation morale, le fondement de ce que Ricoeur appelle l'ascription. Ascription, l'ascription. L'ascription d'acte à un qui ou à un soi, à quelqu'un. L'ascription, c'est en latin quis. Par ascription, Ricoeur entend l'attribution, si vous voulez, d'acte à un qui, à quelqu'un qui est un soi-même, en latin un quis. Et les définitions d'Aristote sur l'homme en tant que principe et cause de ses actions volontaires, etc., donc permet de donner une base suffisante à la distinction donc faite l'an dernier ici même entre l'ascription ou l'imputation morale et l'attribution simple qui a pour foyer une chose. L'attribution simple qui consiste donc à attribuer des propriétés à un quoi, une chose, en latin un quid. Ce qui fait l'homme, c'est précisément le fait qu'on puisse lui imputer des actes, donc c'est ce que Ricoeur appelle l'ascription, et ce qui fait l'homme, donc, c'est la capacité qu'a l'homme de s'attribuer à lui-même un certain nombre d'actes, à lui-même comme à un qui, et non pas comme à un quoi, à lui-même comme un être vivant qui est capable d'exercer un pouvoir causal, d'agir en fonction d'un certain nombre d'activités qui commencent par la délibération et qui s'achèvent par le choix. Ce qui caractérise l'homme, c'est dans le langage de Ricoeur et qui reprend l'expression anglaise de Peter Strawson, un autre auteur dont nous avons évoqué les thèses l'an dernier, c'est d'être un self-ascriber, quelqu'un qui, il n'y a pas de terme pour correspondant à ascription, n'est-ce pas? Donc on est obligé d'employer attribuer, mais enfin, qui s'attribue à lui-même ses propres actes, qui est capable aussi de les attribuer à un autre lui-même, qui est en somme capable de les attribuer à quelqu'un, que ce quelqu'un soit lui-même ou un autre lui-même, soi-même ou un autre. Bon, deuxièmement, évidemment, les définitions d'Aristote, l'éthique à œdème, Némésius, etc., sont, et alors là très précisément, l'horizon anthropologique de tous les débats christologiques sur l'unicité du vouloir ou de l'opération dans le Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui ont mobilisé et dynamisé l'anthropologie tardo-antique, puis médiévale et post-médiévale. Le lien entre anthropologie et christologie sera une des choses remarquables que nous essaierons de considérer avec
quelques détails dans les semaines qui viennent. Donc c'est cet horizon aristotélicien qu'élabore Némésius. Pour lui, il ne fait aucun doute que l'homme est cause et principe de ses actions. Et là, il a un raisonnement qui lui permet d'établir ce que je viens de dire. L'homme est cause et principe de ses actions. Et il pose la question suivante. Qui d'autre? Si l'homme n'est pas cause et principe de ses propres actions, qui est cause et principe des actions de l'homme? Non pas qu'est-ce qui, mais qui? Et le cas échéant, quoi? Mais d'abord, qui? L'homme est cause et principe de ses actions, car, comme le dit donc le chapitre 39 De Natura Hominis, à qui les attribuerait-on autrement? Et là, il y a une série d'hypothèses. À Dieu? Non, pas à Dieu, car Dieu ne saurait être l'auteur des actions injustes et honteuses. Or, l'homme accomplit beaucoup d'actions honteuses et injustes. Est-ce qu'on va attribuer les actions de l'homme à la nécessité, à nanke, necessitati? Non, car les actions humaines ne sont pas, dit Némésius, du nombre des choses qui ont lieu toujours de la même manière. Ça ne se répète pas à l'identique nécessairement, les actions de l'homme. Ça varie. Elles n'ont pas lieu toujours de la même manière. Alors, est-ce qu'on va parler du destin ou de la fatalité? Alors, je suis toujours la traduction de Thibaut, traduisant le grec. Le grec est ici eimarméné, un magnifique mot, qui est rendu dans la traduction de Burgundio par fortune, fortunae ici. Alors, destin. Le destin, l'eimarméné, c'est ce que vous retrouverez au Moyen-Âge sous le titre d'implexio. Implexio causarum. On trouve aussi amplexio causarum. Implexio, amplexio causarum. Alors, le destin, entre parenthèses, pour ceux ou celles que ça intéresserait, il y a lieu de s'intéresser à l'eimarméné, à l'implexio causarum, et donc au destin. C'est un terme que l'on trouve, implexio causarum. On va trouver aussi en latin le mot beaucoup plus courant de fatum. Le fatum. C'est un terme que vous trouvez sous la plume d'Albert le Grand, spécialement dans un grand texte très important qui est son commentaire de la physique, sa paraphrase de la physique d'Aristote. Dans la physique, livre 2, traité 2, chapitre 19, 2, 19. Là, Albert le Grand propose une réflexion d'ensemble sur le destin, sur le fatum, qu'il entend, en ayant en tête la notion d'eimarméné, mais aussi les deux occurrences, disons, du destin dans la théologie médiévale inspirée par la pensée antique. Le destin en tant qu'il se rapporte à la providence divine,
c'est ce que Albert le Grand appelle le destin selon les philosophes. Et le destin en tant qu'il se rapporte aux étoiles, et c'est ce qu'il appelle, Albert le Grand, le destin selon les mathématiciens, qui, à l'époque, était l'autre nom des astrologues. Donc, vous avez un destin rapporté à la Providence et un destin rapporté aux étoiles. Donc, le destin rapporté à la Providence, c'est un fait couple, hein, la Providence et le destin. C'est un couple que l'on connaît au Moyen-Âge, essentiellement, d'abord et pas seulement, quand même, mais bon, par Boès, n'est-ce pas? Dans la Consolation de philosophie, au livre 4, vous trouvez tout un développement sur la Providence et le destin, avec des précisions de cette nature. La Providence, c'est la divine intelligence qui est placée au fait, au sommet de toutes choses, et qui les règle toutes. C'est l'intelligence divine. Le destin n'est qu'une certaine disposition nécessaire des choses variables. C'est un certain ordre du monde, hein, des choses variables et périssables, mais qui est réglé, hein, par la providence divine. Il est tellement réglé par la providence divine que le destin est le moyen dont la providence se sert, dit Boès, pour assigner à chaque chose la place qui lui convient. Donc, so far, so good, la question de Némésius était, je vous le rappelle, si l'homme lui-même n'est pas cause et principe de ses actions, va-t-on attribuer ses actions à Dieu? Réponse non. Va-t-on les attribuer à la nécessité? Réponse non. Va-t-on les attribuer au destin? Réponse non. Cela continue. À la nature? Fusis, fusei, naturae? Non, car la nature n'engendre, ne produit aucune action. Elle ne fait que produire les animaux eux-mêmes et les plantes, n'est-ce pas? Mais la nature ne produit pas les actions humaines. La fortune, tuque, eventui, non, car les actions des hommes ne sont pas, dit Némésius, des choses rares et inattendues, des événements exceptionnels, donc ils ne relèvent pas de la fortune. Et enfin, on ne va pas non plus les attribuer au hasard ou à la chance. Vous avez ici le grec uteto automato, neque casui, le casus en latin, car l'œuvre du hasard ne concerne que les êtres inanimés et les animaux non doués de raison. Alors, toutes ces affirmations sont belles et bonnes. Je ne vous les cite que pour que vous voyez la démarche et le raisonnement de Némésius qui consiste à éliminer tous les principes, faux principes candidats à la principauté dans le domaine de la causalité et de la régulation des actions humaines. Ni Dieu, ni la nécessité, ni le destin, ni la nature, ni la fortune, ni le hasard, mais l'homme lui-même. C'est l'homme qui est ce à quoi on peut attribuer les actes humains. À lui seul, c'est lui qui en est le principe, il les fait librement, et voilà, donc, qu'il suffit pour faire de l'homme un agent responsable. Un agent responsable. Est-ce assez pour en faire un sujet responsable? Un sujet agent. En un mot, l'homme de Némésius, autrement dit l'homme d'Aristote, vu par Némésius, est-il un sujet d'action? Il est agent d'action, il est cause et principe d'action. Bon, mais est-il sujet d'action? Donc, on va revenir sur l'énoncé de la question du chapitre 38, à laquelle réponse vient d'être donnée. Traduction Thibaut du texte de Némésius, à laquelle de ces causes
attribuerons-nous les actions des hommes si l'homme n'est pas la cause et le principe de ce qu'il fait? Grec upagagomen, français attribuerons-nous, latin de Burgundio, qui, datif, igitur aurum, subiciemus, eaque fium per homines, sinempe homo non est causa et principium gestionum. Donc, étant donné une action quelconque, si on traduit le latin, c'est évident, le grec, on va voir, le français, on ne sait pas, enfin, dans la traduction Thibaut, à quoi ou à qui assujettirons-nous ou en quoi subjecterons-nous subiciemus, upagagogen, gomen, je veux dire, assujettirons-nous, en quoi subjecterons-nous ce qui se fait, ce qui a lieu, ce qui advient du fait des hommes, à quel sujet rapporterons-nous l'action? Alors, j'ai introduit la semaine dernière le fying, to fy, etc., comme abréviation pour faire, en reprenant une notation de philosophie analytique, mais là, ça tombe bien, on peut remplacer fier, qui ne veut pas dire grand-chose quand même en français. On se dit, c'est très difficile d'utiliser ce terme. Mais si on se rappelle que phi, après tout, c'est une façon de désigner la philo, on peut se dire que to fy, fier, ça pourrait être philosopher, après tout. Et philosopher, c'est apprendre à lire les abréviations. Donc, à quel sujet rapporterons-nous l'action de philosopher si l'homme n'est pas cause et principe de ses actes ou de ce qu'il fait? Donc, mon subjecter, assujettir, etc., c'est suggéré par le grec et par le latin, grec upagagomen, subiciemus. C'est un peu plus qu'attribuer, même si attribuer, évidemment, renvoie à un sujet. La question est-ce que le verbe upago, qui est rendu en latin par subicio, implique l'idée de subjection de l'agir dans l'agent ou de l'agent à l'agir, de l'agir dans l'agent ou de l'agent à l'agir. Bon. Clairement, la notion de sujet ne figure ni dans le titre du chapitre, ni dans le titre du chapitre en grec, ni dans le titre du chapitre en latin, ni dans l'énoncé de la question sur laquelle s'ouvre ce développement, la question du libre arbitre, qui en contient 3, comme on va le voir. Le mot sujet ne figure pas, n'est-ce pas? On a peritu fmin, en latin, deo quod est in nobis, oesti peritu aut exusiu, quod est de libero arbitrio. Thibaut traduit du libre arbitre ou de ce qui dépend de nous, rendant par là peritu fmin, qui avait été rendu en latin par Burgundio, par Deo quod est in nobis, de ce qui est en nous. Bon, il n'est pas question de sujet. Les questions qui sont posées dans ce chapitre ne font pas référence non plus au sujet. C'est y a-t-il quelque chose qui dépende de nous? Mais bon, c'est la traduction de Thibaut. Il faut toujours entendre y a-t-il quelque chose en nous? In nobis, en latin. Quelles sont les choses qui dépendent de nous et qui sont soumises à notre pouvoir? Pour quelles raisons Dieu, notre Créateur, nous a-t-il doués du libre arbitre? Voilà les 3 questions que pose. Je m'aperçois que j'appuie nerveusement sur ce machin et que je dois être en train de harceler sans le savoir le gardien de but de l'équipe adverse, comme c'était le cas dans un célèbre match. Bon, là,
la tournure ta f et min, sur laquelle s'ouvre le questionnaire, les 3 questions que nous avons ici. Primam questionem habet, et on a pour première question, si est quid in nobis, s'il y a quelque chose en nous. Bon, vraiment, on n'arrive pas à traduire cette fichue expression, f et min. Si est quid in nobis. Alors, la première question est, y a-t-il quelque chose en nous, au sens de en notre pouvoir, ce qui est en notre pouvoir, cela renvoie aux choses que nous pouvons faire nous-mêmes, autrement dit, celles que nous sommes maîtres de faire, autrement dit, les choses contingentes que l'on peut faire, mais dont on peut aussi bien faire le contraire. Aux choses dont le choix dépend, et dépend seulement, dit Némésius, de notre âme, qui est ainsi le principe de l'action. Tout cela est décrit en détail ensuite dans le chapitre 39, 40 selon les numérotations, intitulé en latin « De ce qu'il y a en nous ». Entendez, de ce qui dépend de nous. F et min. Qu'est-ce qui dépend de nous? Exemple. Se mouvoir ou rester en repos. Entreprendre ou ne pas entreprendre. Désirer ce qui n'est pas nécessaire ou ne pas le désirer. Mentir ou ne pas mentir. Donner ou ne pas donner. Nous réjouir de ce qui convient ou ne pas nous en réjouir. Et toutes autres formes d'action dont Némésius dit que dans ces actions, je cite, paraît l'exercice du vice ou de la vertu. Donc, la référence aux choses qui dépendent de nous, en français. Bon. En grec, c'est à peu près ce sens. En latin, c'est dit ce qui est en nous, sous-entendu, et dépend de nous puisque c'est en nous. La référence donc aux choses qui dépendent de nous en tant qu'elles sont en nous et pas en dehors de nous, bon, est authentiquement aristotélicienne. C'est la mise en œuvre de la définition de l'acte accompli de plein gré qui culmine dans un principe que j'appelle le principe d'immanence causale, ce dont le principe est en nous, il est en notre pouvoir de le faire ou de ne pas le faire. C'est Pic, principe d'immanence causale, ce dont le principe est en nous, il est en notre pouvoir de le faire ou de ne pas le faire. Principe d'immanence causale qu'on pourrait appeler principe de l'immanence du principe causal, puisque, comme l'écrivent Gautier et Joliffe, Gautier et Joliffe, qui sont les grands commentateurs de l'éthique à Nicomaque de nos jours, enfin, même si Gautier est mort, mais bon. Pour que nous fassions un acte de plein gré, il suffit pour Aristote que le principe de cet acte soit en nous et que nous n'en ignorions pas les conditions concrètes. Deuxième réquisite. Car il admet que ce dont le principe est en nous, il est aussi en notre pouvoir de le faire ou de ne pas le faire. Donc, Pic, le principe d'immanence causale, est, je dirais, la prémisse fondamentale de la théorie aristotélicienne de l'action. Le caractère subjectif de ce principe est lié à une interprétation subjective de l'immanence, qui est soulignée en latin surtout, avec le quod est in nobis, qui est en nous. Peut-être plus qu'en grec. Bon. En tout cas, c'est dans la description némésienne
du dispositif des puissances d'agir que les deux lexiques du pouvoir et du sujet se rencontrent, et vous ne serez pas étonné de voir qu'ils se rencontrent sous l'égide, à l'enseigne de la substance. Donc il va, pour le voir tout cela, il va falloir que nous comparions le grec, le latin et le français pour voir comment le schème de la subjectivité permet au sujet de s'introduire dans le dispositif de l'agence, ici du pouvoir et du faire. Alors, je vais, dans les quelques minutes qui viennent, avant de faire une pause, mais je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête, enfin en tout cas les premiers éléments de ce que j'appelle le discours de l'action. Nous allons regarder la mise en place de ce discours de l'action chez Némésius en français, en grec et en latin. Donc je commence toujours par la traduction de Thibaut, qui traduit le grec. Et vous avez en dessous la traduction de Burgundio de Pise, traduisant le grec. Donc le grec est pris en sandwich, si je puis dire, entre le français de 1844 et le latin du XIIe siècle. On appelle faculté les moyens que nous avons de faire quelque chose. Alors ici, j'attire votre attention sur le mot dynamis, qui est ici au pluriel évidemment, et virtus, virtutes. Les moyens que nous avons de faire quelque chose, poiein, faire, mais moyens que nous avons de, c'est kat as dynameta, secundum quas possumus. Le pouvoir et la virtus, possumus et virtutes, ne sont pas de la même famille en latin. Les moyens et les facultés ne sont pas de la même famille en français, tandis que vous voyez clairement qu'il y a un rapport entre le mot grec pour faculté et le mot grec pour ce qui correspond à la possibilité, au pouvoir. Pourquoi peut-on dire cela ? Car nous avons la faculté de faire tout ce que nous faisons. Omnino enim meius quod facimus, virtutem habemus. Bon, ici, poiumen, dynamin, ecomen. On l'a, cette dynamis, de correspondant au poiein, de faire tout ce que l'on fait. Et lorsque nous n'avons pas la faculté de faire une chose, nous ne la faisons pas. Alors ici, c'est assez mal traduit. Thibaut ne rend pas, enfin c'est pas désastreux, mais ça ne rend pas le balancement. Il y a un balancement. Car tout ce que nous faisons, nous en avons le pouvoir, et ce dont nous n'avons pas le pouvoir, nous ne le faisons pas. Nous avons la faculté de faire tout ce que nous faisons, et lorsque nous n'avons pas la faculté de faire une chose, nous ne la faisons pas. Ce qui est dit, c'est car tout ce que nous faisons, nous en avons le pouvoir, et ce dont nous n'avons pas le pouvoir, nous ne le faisons pas. Tout ce que nous faisons, nous en avons le pouvoir. Et ce dont nous n'avons pas le pouvoir, nous ne le faisons pas. Vous allez me dire, mais quelle différence voyez-vous entre ces deux phrases ? Imaginez, chaque fois que nous gagnons, nous avons joué. Et chaque fois que nous jouons, nous gagnons. Bon, tout client de la Française des Jeux sait que c'est faux. Plus exactement, que la deuxième phrase n'est pas synonyme de la première. Chaque fois que nous gagnons, nous avons joué. Chaque fois que nous jouons, nous gagnons.
tout le monde n'a pas saisi cela, que ces deux phrases n'étaient pas synonymes. Il y a eu d'intéressants sondages qui ont été faits sur une campagne de presse de la Française des Jeux. Peut-être que vous vous rappelez ce slogan, 100% de ceux qui ont gagné ont joué. Eh bien, on demandait à de pauvres victimes prises au hasard dans la rue ce qu'elles entendaient là-dedans, et ça ne manquait pas. La quasi-totalité des gens entendaient « Eh bien, tout le monde a une chance de gagner ». Donc vous voyez comment marche la persuasion clandestine, n'est-ce pas ? C'est faute d'arriver à distinguer des phrases de ce genre. Donc la première phrase ne dit pas la même chose que la deuxième. Tout ce que nous faisons, nous en avons le pouvoir, hein, dit Thibaut, et ce dont nous n'avons pas le pouvoir, nous ne le faisons pas, non. Enfin oui, plus exactement, ce que dit Thibaut n'est pas ce qu'il faut dire. Voilà. Il dit, nous avons la faculté de faire tout ce que nous faisons, et lorsque nous n'avons pas la faculté de le faire, nous ne le faisons pas. Tout ce que nous faisons, nous en avons le pouvoir, et ce dont nous n'avons pas le pouvoir, nous ne le faisons pas. Donc on va aller encore, 3 minutes, et on fait une pause. On enchaîne sur la suite. Ce qui découle de ce qu'on vient de voir, donc, était une sorte d'éloge de la dynamis. Il existe donc une liaison entre les trois choses dont on vient de parler. J'avance un peu trop, là, je vois. Alors, non, c'est... Bon, il faut que je... Eh bien, alors, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une blague? Oh là là, bon, on y est? Est-ce qu'on y est? On y est. Bon. L'action est unie à la faculté. Copulatur gestio quidem virtuti. La faculté est unie à la substance. Virtus substantiae. Donc vous avez ici, bien sûr, praxis. Vous avez la dynamis. Vous avez à nouveau la dynamis. Et vous avez l'ousia. Car l'action procède de la faculté. Gestio a virtute est. La praxis est apodynameos. La faculté, à son tour, procède de la substance, virtus a substantia. La dynamis est apotes ousias, et elle se trouve dans la substance. Cette faculté qui procède de la substance se trouve dans la substance, kai en ousia, et elle est in substantia. Et voilà, on est presque à la fin. Il existe donc une liaison entre les trois choses dont nous venons de parler. Et c'est là que nous allons voir le sujet s'insinuer dans un dispositif où il ne figure pas. Donc, premièrement, les trois choses dont on vient de parler, on a parlé du namenon. Thibaut traduit le sujet en qui se trouve la faculté. Le latin donnait quod potens. Quelque chose qui peut, quelque chose de, traduisons pour le moment, potent, qui n'existe pas, bien sûr, j'y reviendrai. La dynamis, potentia, est le produit de la faculté, le dynaton. Donc dynamenon, dynamis, dynaton, quod potens, potentia possibile. En français, le sujet en qui se trouve la faculté elle-même, le produit de la faculté. C'est tout à fait vertigineux de voir comme un axe lexicographique ou logique clair dynamis, dynamenon, dynamis, dynaton explose en français avec sujet, faculté et produit de la faculté. On a perdu tout à fait la séquence qui est préservée tant bien que mal en latin, quand même, quod potens, potentia, possibile, sauf que le possibile, bon, il faudrait peut-être entendre ça au sens du faisable, comme on dit, c'est faisable, oui, bon, etc. Et on termine
avant la pause. On va dire, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce dynaménon? Qu'est-ce que c'est que ce potens? Traduction 1844, le sujet est la substance. Bon, si vous n'avez pas le grec, si vous n'avez pas le latin, vous penserez toute votre vie que Némésius est quelqu'un qui a dit que le sujet de l'action était la substance. Il a dit dynaménon men et ousia. Et Burgundio a dit potens quidem. Le potent, c'est la substance. Dynamis est le moyen d'agir, potentia est ce par quoi, ce grâce à quoi nous avons le posseto dynastai. Et le dynaton, le possibilé, est ce qui résulte de l'application de la faculté, c'est ce qui est susceptible d'apparaître secundum potentiam en fonction kata dynamine de cette dynamis. Donc le texte original de Némésius ne parle pas de sujet. Pas du tout. Il parle de dynaménon, il parle de dynamis, il parle de dynaton. Dynaménon, on a vu quod potens, quelque chose de puissant, quelque chose de potent, quelque chose qui peut... potent n'existe pas en français. Impotent existe, mais potent n'existe ni comme adjectif substantivé, alors qu'impotent existe dans les deux cas. Bon, et alors quod potens, le dynaménon, le dynamis, le dynaton, bon, tous deux parlent de substance, ousia, aussi bien, semble-t-il, Némésius que Burgundio, ousia, substantia. En introduisant le sujet, Thibaut donc ne fait qu'accentuer, disons, le schème subjectif engagé par l'interprétation substantive de l'ousia. Le pouvoir d'agir est dans la substance qui a ce pouvoir. Cette lecture, donc, c'est une lecture moderne de Pic qui a une portée historiale, disons, une véritable valeur archéologique pour l'archéologie du sujet agent. C'est rien de moins que le fondement de toutes les théories médiévales de la connaissance de soi, articulée sur le principe de la connaissance de l'âme par ses actes, sur lequel je vais revenir dans quelques instants après une pause de 4 ou 5 minutes.